Bonjour et bienvenue dans cette masterclass. Alors je suis vraiment heureux aujourd'hui parce que j'ai deux invités absolument intéressants et formidables. Formidables par rapport à la thématique qu'on va aborder. Déjà, premièrement, bonjour à vous, bonjour Edith, bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Edith, bonjour Michel. Et on va en fait tout simplement prendre quelques petites minutes pour que chacun puisse se présenter. Alors on va bien sûr laisser la parole tout d'abord à Edith. Peut-être, Edith, déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi? Très rapidement, comme ça, très bref. Je suis médecin. J'ai été très longtemps médecin militaire et puis ensuite médecin du sport, médecin dans des foyers de polyhandicapés. Voilà, je suis encore un petit peu à l'hôpital. Et puis, je m'intéressais à la préparation mentale depuis, ça fait plus de 40 ans. Et j'ai été amenée à développer pour l'armée française donc une méthode de gestion du stress et de la fatigue opérationnelle, donc qui s'appelle les techniques d'optimisation du potentiel, que maintenant je diffuse dans le monde civil, notamment les entreprises, et dans le monde de la santé aussi, qui en a bien besoin en ce moment. Super, merci. Et donc ces techniques, c'est ce qu'on appelle les TOP, justement, donc pour l'acronyme. Alors merci déjà d'être là, merci d'être avec nous. Et puis on a également Philippe Vandenbosch, ou commandant Philippe Vandenbosch. Dis-nous un petit peu qui tu es et puis quel est ton rôle à l'armée? Oh bah oui, ben, j'enchaîne directement. Tu as dévoilé la grande partie. Donc bah oui, commandant et puis pour l'instant adjoint du directeur la formation de base des officiers à l'École royale militaire. Donc c'est l'institution qui forme tous les futurs officiers pour toute l'armée belge, bien sûr. Et alors aussi mon pourquoi, j'aime créer des ponts et j'aime aussi diffuser et connecter les gens à des choses qui me paraissent super importantes. Et en l'occurrence, les TOP, hein, les techniques d'optimisation potentielle, et puis aussi la programmation neurolinguistique, la PNL. Je pense que c'est essentiel, en tout cas ça l'a été pour moi, et je suis très heureux de pouvoir peut-être partager et diffuser à toute personne, qu'elle soit civile ou militaire. Je pense que c'est assez essentiel dans le monde actuel. Merci Philippe. Alors Philippe et moi, on se connaît déjà depuis un petit moment. On a eu l'occasion de se pratiquer pas mal en formation justement dans le domaine de la PNL, d'où le tutoiement immédiat. Et puis avec Edith également, on s'est dit ok, on va y aller directement en tutoiement, comme ça va être beaucoup plus direct, beaucoup plus simple. D'accord. Alors moi, qui je suis, puisque vous êtes sur ma chaîne, probablement vous le savez, moi je suis formateur en programmation neurolinguistique notamment. Je travaille également beaucoup dans le domaine de l'éducation, puisque je suis directeur pédagogique auprès du groupe Tony Buzan, qui est l'inventeur du mind mapping ou des cartes mentales. Et je suis absolument passionné par comment fonctionne le cerveau. Et aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est de créer un peu ces ponts, ces connexions finalement entre deux univers qui sont très semblables, qui sont l'univers des tops et puis l'univers également de la PNL. Et on va voir justement au fil de cette soirée les connexions qui existent et également peut-être à la fin, on va un petit peu regarder à quoi peuvent répondre en fait chacune de ces approches qui apportent énormément donc aux personnes qui se mettent à les utiliser. Alors peut-être si on veut définir un petit peu plus, tu nous as dit dans les très grandes lignes, Edith, déjà cette approche que tu as créée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que sont les tops? En fait, qu'est-ce qu'il y a dans le paquet top? Alors, c'est une méthode strictement pédagogique, même si c'est un médecin qui l'a développée, qu'on peut mettre dans le champ de la préparation mentale, si dans un univers sportif. C'est également une méthode dans le monde de la santé. On parle de psychoéducation parce qu'on est vraiment dans la préparation, l'éducation euh, pour bah,
faire face à tous les aléas de la vie, bien se préparer, bien travailler. Donc, pour gérer son énergie, pour développer ses capacités de résilience, d'adaptabilité, et tout mettre en œuvre pour rester motivé dans la durée, on va dire, et dans la sérénité. D'accord. Ok, merci. Et puis peut-être Philippe, toi justement, toi donc tu es moniteur BTOP, donc tu peux peut-être nous dire ce que sont les BTOP justement pour avoir un petit peu un lien avec tout ce qu'on dit aujourd'hui? Ben, en 2010, l'armée belge s'est intéressée aux techniques d'optimisation du potentiel dans le cadre de nos collaborations, nos synergies avec d'autres armées, ici en l'occurrence l'armée française. Et en 2010-2011, on a un expert qui est parti dans le sud se former aux techniques d'optimisation de potentiel et qui est revenu en Belgique et l'a adapté à l'organisation sauce noir, jaune, rouge, certainement au début pour le monde des pilotes. Et donc, on en a, on va dire, décliné le nom pour respecter ben, l'approche. Et bien sûr, Edith, après, ben, on a appelé ça BTOP pour le Belgium Technique Optimisation de Potentiel. En gros, c'est la même chose. C'est juste qu'on a transposé pour l'organisation armée belge et principalement au début des pilotes. Puis on l'a en fait décliné par la suite pour toutes les autres unités. Ok, d'accord. Et toi, tu t'intéresses également à la PNL. Alors pour toi, en fait, en tant que militaire, la PNL, c'est quoi? Ah, alors je vais dire, en tant que militaire, pour moi, ce qui résonne le plus dans le programmation neurolinguistique, c'est l'aspect stratégie mentale. Et stratégie, c'est pour moi un mot très important parce que ça vient de stratégos, l'art de gérer les armées ou de diriger les armées. Et tout bon chef sait très bien qu'avant de vouloir diriger d'autres gens, c'est d'abord apprendre à se diriger soi-même. Donc avoir une bonne connaissance de soi. Et évidemment, comme tout être humain, nous avons des neurones, un cerveau. C'est là que pour moi est le pont avec moi personnellement, le monde civil et l'armée. Mhm. D'accord. Ok. Bon, alors l'idée en fait de cette masterclass, c'est un petit peu de parler de ces deux approches, de parler un petit peu de tout ce qui tourne autour des tops, de la PNL, et peut-être justement maintenant de rapprocher ça aussi au contexte actuel, parce que là on vit un contexte de crise sanitaire euh, qui est assez particulier et je voudrais bien qu'on aborde ça et peut-être justement avant encore de faire ça, peut-être Edith, si tu pouvais nous donner une définition encore un peu plus précise de cette approche, de ces tops justement. Comme ça, on va pouvoir enclencher directement et puis parler du contexte. Voilà. Alors, comme l'a dit Phil pour la PNL, en fait, c'est un ensemble de stratégies mentales qui permet de mobiliser toutes ces ressources, qu'elles soient physiques, psychologiques, cognitives, émotionnelles, en fonction des exigences de la situation qu'on est en train de vivre ou qu'on va vivre. Donc, soit cette situation a de fortes exigences, par exemple attentionnelles et ou physiques, ou alors la situation, c'est justement un temps mort, et là, on va optimiser donc la récupération pour pouvoir se ressourcer. Et elle repose sur 4 piliers qui sont communs à énormément de méthodes. Et en PNL, vous allez vous retrouver. Ce qu'on appelle imagerie mentale et dialogue interne. J'insiste bien sur le dialogue interne parce que c'est vraiment une compétence extraordinaire qu'on a. Tout ce qui est respiration et relaxation. Et en Mhm. fonction des objectifs, on va utiliser 2, 3 ou 4 de ces piliers. Et en fait, on a 4 grands champs d'action. C'est la préparation en amont. J'ai un grand projet dans quelques temps. La dynamisation juste avant, la régulation pendant, et puis la récupération après. Et pendant ce temps de récupération, on peut préparer un objectif suivant. D'accord. Ok. Donc là, effectivement, on voit également cette notion de stratégie mentale, d'adaptation, d'adaptabilité. Donc d'où l'intérêt justement par rapport à la thématique qu'on va aborder maintenant. Alors,
justement, dans cette période de crise Covid, euh, qu'est-ce que concrètement, pour toi, Edith, les tops peuvent apporter? Alors, et là, on est vraiment très général. On n'est même pas dans le champ militaire ou dans le champ civil. On est vraiment dans tous les champs possibles. Alors, cette période est particulièrement anxiogène et donc on apporte des moyens qui vont permettre aux personnes de vivre la situation plus sereinement, de transformer finalement cette crise en opportunité. Et puis, on apporte aussi des outils très brefs, faciles à intégrer dans sa vie, qui nous permettent d'avancer, chaque jour, chaque semaine, et voilà, de vivre au mieux cette période en, en voyant bien tous les aspects positifs que ça peut avoir. Par exemple, alors ce n'est pas tellement en lien direct avec les tops, mais dans cette période de confinement, eh bien, moi j'ai eu plusieurs opportunités, notamment de faire évoluer la méthode, mais également de faire de belles rencontres. Donc ça peut paraître paradoxal, mais j'ai fait de très très belles rencontres pendant ce temps-là, pendant cette période. Certes au début à distance, toi d'ailleurs, et puis Phil. Donc voilà, c'est vraiment apprendre à profiter des instants agréables pour, rester serein dans cette situation complexe. D'accord, merci. Et puis toi, Phil, par rapport justement à l'armée, si on devait aller un peu aussi sur la notion de PNL, comment est-ce que toi, tu penses que des outils comme la PNL peuvent aider dans des contextes un peu de crise de type sanitaire tel qu'on la vit actuellement? Une première grande chose, c'est la notion de stress. Et cette notion de stress, on sait très bien qu'elle est une perception en fait, hein. C'est une perception que chaque individu ou que même un groupe d'individus peuvent avoir. Alors évidemment, au sein des armées, et là je parle plutôt sur la partie opérationnelle, hein, pas sur l'armée en gestion quotidienne, mais quand elle est déployée, euh, l'armée et les militaires doivent bien être conscients du monde qui les entoure. Le chef d'autant plus, puisqu'on doit poser des bonnes décisions, donc il y a une bonne analyse et puis se rendre compte des choses. Ensuite, en fonction de cette analyse, on va poser des actions, comme notamment donner des ordres, commander et faire passer les autres à l'action, afin d'atteindre des résultats. L'enjeu, évidemment, il est important, c'est des vies humaines, c'est la mission, mais c'est surtout des vies humaines. Donc forcément, on est très sensibilisé à tout ce qui peut permettre d'être dans la performance, qu'elle soit dans la prise de décision ou dans l'action. Là-dessus, je fais le pont avec la PNL et les tops. C'est évidemment l'art de voir comment on va percevoir les choses et puis comment on va réguler tout ça à l'intérieur pour ensuite passer à l'action de manière la plus adéquate, faire face et aller chercher l'optimisation dans le sens d'être efficace, efficient pour ensuite atteindre l'objectif final qui est avant tout de maintenir les gens en vie et d'atteindre la mission qui nous est donnée. Et ça, évidemment, elle varie en fonction du contexte. Donc pour moi, ces deux approches, elles sont très importantes dans le sens où ça permet une grande connaissance de soi. En partant d'une connaissance de soi, on peut faire une relation à soi et aux autres, donc bien interagir avec les autres. Et de là, forcément, ça fait le lien avec l'environnement, le monde qui nous entoure, et évidemment le monde de la crise. Et évidemment, actuellement, on est dans une crise sanitaire. Mais pour le militaire, ce qui est en opération, je vais dire, c'est un peu son quotidien. Il évolue dans un monde en crise. Voilà, pour moi, effectivement, là-dessus, la PNL et les tops se rejoignent. C'est des outils indispensables pour toute personne qui a envie de performer dans un monde dit VUCA. Le mot VUCA est venu de l'armée américaine qui parle de volatile, d'incertain, hein, et de complexe et ambigu. Ça veut dire la seule constante, c'est le changement. Comment on s'adapte au changement, en fait? Comment on fait face correctement?
Voilà. Exactement. Ok. Donc effectivement, ce qui ressort comme ligne directrice, et c'est ce qui ressortait un petit peu de vos deux descriptifs, c'est la gestion de crise, également la partie cohésion d'équipe, puisque plus on est bien avec soi-même, plus on peut être bien avec les autres, et puis également la partie gestion du stress. Donc super. Alors, euh, je voudrais bien un petit peu qu'on en sache un peu plus, que la plupart des personnes qui écoutent mes vidéos connaissent pas mal de choses sur la PNL. J'aimerais bien un petit peu te passer au grill, Edith, et te poser quelques questions justement sur les tops. Aussi peut-être parce que je trouve que l'histoire des tops est très intéressante, et peut-être est-ce que tu pourrais nous faire brièvement un historique de ces tops? Ça date de quand en fait? Ça remonte à quand tout ça? Il y a exactement 30 ans. D'accord. Non, pour revenir vraiment aux origines, en fait, dans les années 80, l'armée de terre avait étudié et puis écrit un fascicule sur le stress chez le combattant. Et tout est parti de là. Et puis, il faisait un certain nombre de propositions pour gérer le stress. Et à l'époque, j'étais à l'école interarmée des sports à Fontainebleau et mon chef de corps m'a demandé si je pouvais mettre au point une formation pour gérer le stress opérationnel. Puis très rapidement, l'armée de l'air a évoqué aussi la fatigue opérationnelle. L'armée de l'air, elle était intéressée par les TOP qui allaient apporter des outils concrets, pratiques, qui allaient compléter toutes les approches théoriques des formations dites facteurs humains. Voilà. Alors, moi, pour développer ça, je me suis inspirée de ce que je faisais comme préparation mentale chez les sportifs de haut niveau qui étaient au bataillon de Joinville, mais également les autres, et puis tout ce que j'utilisais au profit des personnels voilà, qui, qui se sentaient plus ou moins bien. Alors, je ne dis pas stressé, parce que le mot stress, ça peut prêter à confusion. En top, on agit sur le stress dans le sens où on accélère les processus d'adaptation. On ne va pas agir sur un stress pathologique, mais on fait de la prévention des réactions pathologiques et vraiment, on permet à chacun de s'adapter le plus rapidement possible à une situation. Et pour ça, on travaille sur les capacités à percevoir son environnement à travers ses sens et puis à analyser et à raisonner et finalement à prendre des décisions pour agir. Les TOP, c'est une méthode tournée vers l'action. D'accord. Alors, à l'origine, j'avais été formée à la sophro, à l'hypnose, j'avais fait un peu de PNL, et puis ensuite, je me suis formée à des approches neurocognitives, et puis cohérence cardiaque, etc. Mais tout ça, c'était quand même assez thérapeutique finalement, sauf peut-être la PNL. Et voilà, il a fallu que je mette en forme quelque chose en prenant des critères bien précis qui étaient qu'il fallait que ce soit bref, parce que dès que je disais à quelqu'un qui parlait un petit peu de stress, de fatigue, je lui parlais de ce que je faisais, il me disait ah ben, c'est intéressant, docteur, mais j'ai pas le temps. Bon. Donc, les techniques, elles sont brèves, hein, puisque les respirations, par exemple, c'est 3 respirations, donc ça fait 15 secondes à peu près, et puis 10 minutes la plus longue. Si on veut faire plus long, on peut, bien sûr, mais souvent, c'est en 3 à 5 minutes. Et puis, il y a donc des outils pendant l'action qui sont très brefs, parce que quand on est sous stress dans l'action, on ne peut pas dire ah ben halte là, je me mets en retrait. Non, il faut disposer de moyens qui nous permettent d'éviter d'aller trop dans le stress. Donc, j'ai pris aussi comme critère qu'il fallait que ça s'adresse à tout le monde, depuis le soldat jusqu'au général. Et là, je vois dans l'entreprise, c'est pareil, tout le monde peut être concerné. Et puis, vraiment pratico-pratique. Et en fait, je me suis tout simplement appuyée sur le bon sens qu'on perd quelquefois quand on est stressé ou fatigué.
Et en fait, je me suis basée sur le fonctionnement naturel de l'être humain. L'anticipation, c'est un fonctionnement normal de l'être humain. Simplement, on conscientise un petit peu les choses. Voilà. D'accord, ok. Alors, ben, c'est bien parce que tu as abordé déjà aussi la deuxième question que je voulais te poser sur tes sources d'inspiration. Donc là, on a déjà eu une bonne réponse par rapport à ça. Et tu avais énoncé également la PNL. Déjà, j'ai beaucoup aimé que tu disais que pas mal d'approches étaient thérapeutiques, sauf peut-être la PNL. Et nous, on est totalement de cet avis-là. C'est que la PNL, ce n'est pas un outil thérapeutique, c'est un outil stratégique. Donc ça n'a rien à voir avec de la thérapeutique. Et toi, par exemple, dans dans ce que tu connaissais de la PNL, quels ont été les aspects qui t'ont paru importants, les choses que t'as retirées justement et que tu as prises avec toi pour la création des tops? Alors, en fait, j'ai pris des choses qui étaient déjà en hypnose, hein, puisque j'ai été formée à la sauce dite ericksonienne. C'est vraiment l'approche pragmatique des différents sens, le VACOG. Mhm. Alors, moi, je distingue le dialogue interne à part. Ouais. Alors, je sais Mais peut-être on peut préciser le VACOG pour ceux qui savent pas. Ce sont nos cinq sens, hein, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, donc qui va être vraiment le corps, le toucher et les émotions, et l'olfactif et le gustatif. Voilà, voilà. c'est juste pour préciser s'il y en a qui ne savent pas de quoi il s'agit. Et puis, donc, c'est surtout ça que j'ai repris. Mhm. Parce qu'après, les protocoles que j'ai développés, ils ont vraiment été développés en fonction des besoins. Alors, moi, je ne suis pas tellement partie de théorie. Je suis partie de ce que je faisais sur le terrain. Et puis après, finalement, j'ai modélisé. Ça ressemble un peu, en PNL, on fait un peu la même chose. Mais donc, je me suis aperçue qu'à force de faire des séances de préparation mentale, de gestion du stress, de gestion de la fatigue, ben, il y avait des choses, une espèce de fil conducteur qui se mettait en place. Et puis, comme je devais l'enseigner, ben, voilà, j'ai mis en place des protocoles. Voilà, Mhm. mais qui sont spécifiques, mais qui ont des liens, des ponts communs avec de la sophro, de la PNL, même de la méditation. Je ne connaissais pas à l'époque. Ouais, d'accord. Mhm. Donc, mais comme on utilise tous les mêmes procédés de base, bon, simplement, les objectifs sont particuliers. L'objectif des tops, c'est d'apprendre à chacun à rester serein dans la durée et actif. Donc, on est tourné vers l'action. Mais au passage, on apprend à mieux se connaître, justement pour agir dans la sérénité et dans la durée. Ok. Alors, Philippe, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu as envie de demander, là, j'ai l'impression. Oui, ben, bien sûr, évidemment, ce qui m'intéresse aussi, c'est, vu que ça fait partie des deux approches, c'est que ben, elles sont tout le temps en évolution permanente. Je citerai un petit acronyme qui est le COA, hein, c'est le Course of Action, ça c'est le petit mot militaire, et c'est un petit peu l'acronyme qui m'a permis de retenir les axes principaux, par exemple, dans l'approche PNL, qui est la curiosité, l'observation, l'apprentissage, l'aventure, qu'on retrouve complètement également dans les techniques d'optimisation de potentiel. Alors évidemment, j'aime bien faire les ponts, c'est un peu le but aussi de la masterclass, faire des liens, mettre en relation à soi, relation aux autres, parce que dans la PNL, bien sûr, je rajoute aussi la partie programmation, préparation. Évidemment, le drill, c'est important. L'armée, on aime bien se préparer, anticiper. Edith en a parlé. La partie linguistique, c'est aussi commander, c'est communiquer. Donc, c'est important. Et puis, l'action que j'aime bien, voilà, les tops sont partis du pragmatisme, de la réalité des gens qui sont sur le terrain. Et bien sûr, c'est l'action, le mouvement, l'énergie. Et dans ce cadre-là, ben oui, notre monde change. Une des missions des armées, c'est rester en permanence prêt pour l'évolution du monde. Et ma question, c'est un petit peu ça, c'est de dire, OK, quelles sont les évolutions actuelles, peut-être dans les approches, aussi bien PNL, TOP, au sein de l'armée, peut-être au sein de l'armée française, tout simplement. Et- Alors, au sein de l'armée, moi, ça fait 10 ans hein, que je suis en retraite. Donc, je ne sais pas trop s'ils ont suivi les évolutions que j'avais données.
Il y a une chose que j'ai développée, je ne sais pas si tu la connais, Phil, et puis c'est très puissant finalement, c'est ce que j'ai appelé la météotope. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser une technique quelle qu'elle soit, par exemple la respiration, eh bien, il faut savoir où j'en suis. Est-ce que je suis énervée? Donc, on peut prendre le modèle du stress, donc en hyperstress. Est-ce que je suis bien dans ma zone serein, dans le flow? Ou est-ce que je suis en hypostress, en hypovigilance? Et c'est plus compliqué qu'on ne peut penser. En plus, on peut avoir une météo dans un sens sur le plan physique et une météo dans un autre sens sur le plan psychologique. Par exemple, on peut être très énervé et épuisé. Et donc après, on fait ensemble la météo de la situation. Quelles sont les exigences de la situation? Est-ce que ce sont des exigences physiques ou est-ce que ce sont des exigences essentiellement cognitives? J'ai une histoire à vous raconter parce que ça ne va pas forcément de soi. Donc, à partir de la météo, la première chose qu'on va utiliser, c'est les respirations, apaisantes pour s'apaiser ou dynamisantes pour se remobiliser. Et nous, dans nos formations, on met les gens en situation de terrain. Et il y en a une, ça consiste à faire une descente en rappel aux gens. Et puis, il y a une descente en rappel où les gens sont assis au bord d'un puits avant de se lancer. Puis, il y avait un stagiaire qui était complètement paralysé et certes énervé, et il faisait des respirations relaxantes, apaisantes. Et il ne se bougeait pas. Et quelqu'un lui dit, mais non, respiration dynamisante, allez, vas-y. Donc, ce n'est pas évident en situation de stress de s'évaluer, d'où l'intérêt voilà, de s'entraîner. Après aussi, alors ça c'est une des opportunités du Covid et du confinement, eh bien on a eu des demandes de personnes, mais à distance. Or, beaucoup de techniques top passent par la relaxation et on ne fait pas de relaxation à distance sans connaître les gens parce que ça peut faire remonter à la surface des pensées désagréables. Donc, on a modifié en mode vigilance active, un petit peu d'ailleurs comme en PNL. Hein. En PNL, si j'ai bon souvenir, on n'utilise pas beaucoup la relaxation. Mhm. Non, non, parce qu'en fait, on part vraiment d'un principe que que l'être humain est dynamique et que le dynamisme est bon. On part pas de présupposés négatifs par rapport au dynamisme, en fait. Sauf lorsque ça devient inefficace pour la personne. Ouais. Voilà. Donc, par exemple, la préparation mentale de la réussite, ça va parler à Phil. Hein. Eh bien, elle existe en mode conversationnel quand on la met au point avec les gens, en mode relax et en mode vigilance, voilà, en mode vigilance active. Et donc, voilà, il y a tout un panel voilà, qui a un peu modifié. Et ça, je sais que dans l'armée, ils le font pas. Bon, ils m'ont pas contacté, mais ils sont restés vraiment sur les premières techniques que je faisais. Ok. Voilà, donc c'est ça les évolutions. Ah oui, aussi, j'aime bien travailler sur les organes d'essence. Donc l'éveil sensoriel, j'appelle ça l'exercice métro parce que je le fais dans le métro ou dans le RER. C'est, on prend conscience de sa position. Donc on fait le tour, etc. Comment je me sens, bon. Et puis on observe ce qu'il y a autour de nous. Et puis, donc, on stimule le sens visuel, le sens auditif, le sens, donc le kinesthésique, et puis, bon, on évite l'olfactif. Hein. Mais, mais pour peu qu'on mange un morceau de chocolat, on peut. Et puis, la bulle sensorielle, c'est pareil, on utilise tous nos sens, mais sur soi, pour s'isoler de l'environnement. Alors après, on peut travailler 1, 2 ou 3 sens ou plus selon le temps dont on dispose. Et donc, cette bulle sensorielle, ça fait vraiment du bien pour quand on n'arrive plus à réfléchir, pour prendre du recul. Et c'est notamment pas mal utilisé par des médecins. Les médecins, ils enchaînent les patients. Et ben, entre deux patients, c'est bien de se faire cette petite bulle
ou de faire quelques respirations, la fenêtre ouverte. Enfin voilà, tout ce qu'on développe pour que ce soit vraiment opérationnel. Magnifique. Et juste petite précision, quand j'entendais projection mentale de la réussite, pour les PNListes qui nous suivent, en fait, c'est l'art de se projeter, c'est visualiser, imaginer. On travaille beaucoup aussi avec la ligne du temps, donc ça, c'est vraiment des points communs que je vois. Je reviens à la partie évolution actuelle. Évidemment, à l'armée belge, on a des grands frères et des grandes sœurs, et donc on s'inspire notamment des pays qui nous entourent. Et donc, en termes d'évolution, ben, on va chercher les choses qui se font. Ben, par exemple, les Pays-Bas ont été beaucoup dans tout ce qui était mindfulness et bien sûr cohérence cardiaque. Eh bien, on est aussi avec l'armée anglaise, l'armée française, avec les tops. Et dans ce cadre-là, ben, comme bon PNListe, j'ai envie de dire, j'ai envie de modéliser. Et je voulais savoir, Edith, comment tu avais fait pour implémenter les tops et la généraliser au reste de l'armée. Et donc aussi, comment as-tu convaincu le top management, c'est le cas de le dire, de suivre l'approche top, puisque toi, tu as commencé, je pense, en petit milieu, donc à ton niveau, et puis tu l'as évidemment fait évoluer et développer au reste de toute l'armée française. Alors, en fait, on m'a demandé de le faire. Ce n'est pas moi qui ai proposé. Simplement, donc c'était à l'époque le chef de corps de l'école interarmée des sports. L'avantage, c'est que là-bas, on forme tous les moniteurs de sport de toutes les armées. Puis très vite, ça a intéressé l'armée de l'air qui, en 1994, a décidé de suivre les recommandations de l'aéronautique civile en termes de facteurs humains. Et donc, ils en ont vu l'intérêt. Alors simplement, c'est vrai que j'ai dit, bon, il y a plusieurs niveaux de formation pour que ça se pérennise. Et puis, j'ai mis beaucoup d'énergie pour que toutes les armées soient en harmonie, qu'il n'y ait pas des top gendarmerie, des top armées de terre, etc. Mais je dois dire que j'ai eu le soutien de ceux que j'appelle les guerriers. Donc, parce que voilà, j'apportais des réponses là où ils n'en avaient pas. Et puis surtout, des choses très pragmatiques, très terre à terre, qui leur convenaient bien. Là où j'ai rencontré le plus de résistance, ben, c'est chez moi. On n'est jamais prophète en son pays, n'est-ce pas? Donc, c'est dans le monde médical. Mais voilà, et puis moi j'ai toujours été sereine par rapport à ça. Je me disais, ben, si ça intéresse personne, ben, j'arrête parce que moi je faisais plein d'autres choses. Et puis j'ai fait des enquêtes pour valider à la fois le contenu, le processus pédagogique. Bon, puis finalement, les résultats, ben, ils étaient bons, donc j'ai continué. Ok. Et je crois savoir il y a toujours une cellule top au sein de l'armée française. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui a favorisé la diffusion des tops au sein de toute l'armée? Pour faire le parallèle avec l'armée belge, chez nous, oui, il y a les bitops, mais c'est encore fait de façon sporadique, dans un coin, dans l'autre. Certaines unités, notamment les pilotes, les unités spéciales, etc., s'y intéressent. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer pour qu'on généralise ça et qu'on ait vraiment une diffusion totale au sein de l'armée? Alors, il faut avoir une démarche très structurée et organisationnelle. Donc, et je vais vous donner l'exemple de la police nationale. Donc, j'ai formé, il y a 6-7 ans, des gens dans la police nationale. Et ils ont voulu développer ça pour tout le monde. Eh bien, ils ont repris un petit peu le modèle mis en place dans l'armée, c'est-à-dire que à la base, il y a des gens qui ont besoin de ces techniques. Pour les accompagner, il faut des gens formés. Alors, dans l'armée, ça s'appelle moniteur, dans la police, ça s'appelle formateur. Et dans le civil, on appelle ça praticien. Bon, voilà. Donc, on prend aussi le langage et de là où on le fait. Donc, j'ai formé des formateurs dans la police qui font des formations initiales, des accompagnements de tous les policiers qui peuvent. Et puis ensuite, il faut former des gens qui forment les moniteurs. Donc dans l'armée, ça s'appelle instructeur, dans la police, formateur de formateurs. Et puis,
et puis des experts qui forment. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment une structuration de la formation pour que l'aspect formation se pérennise. Et au-dessus, en fait, il faut qu'il y ait une volonté ferme de quelqu'un. Donc, dans les armées, au départ, c'était le chef de corps de Fontainebleau, mais après, ça a été pris en main par les chefs d'état-major des différentes armées. Et dans la police, il y a un commissaire divisionnaire qui a pris ça, qui a organisé. Et puis aussi, ce qu'on avait mis en place, ce sont des référents, donc dans l'armée, des référents armés, et dans la police, ils ont des référents zonaux, parce que la police est structurée en zones, avec donc cette cellule qui centralise tout. Et même si il y a des formations dites décentralisées, tout est recentralisé et avec par le biais de comptes rendus, de choses comme ça, dans cette cellule pour que chacun sache exactement ce qui est fait et qu'on n'aboutisse pas à finalement une méthode par exemple dans la gendarmerie, une autre dans l'armée de terre, ou une méthode pour les CRS, une méthode pour les commissaires, une méthode pour les commissariats. Donc, il y a vraiment cette structuration qui semble bien marcher, parce que autrement, s'il y a des interventions ponctuelles, quand les gens s'en vont, on ne fait plus rien. Ouais. Voilà. Par exemple, là, dans l'éducation nationale, j'ai formé des enseignants, mais comme l'éducation nationale ne se l'est pas encore appropriée, quand les enseignants partent, ça ne se fait plus. Ouais. Donc, c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Et si on arrive à mettre en place vraiment cette organisation, là, vous êtes sûr que ça va durer. Bon, après, on fait ce qu'on peut, hein. Ouais, c'est intéressant. Et là, justement, par rapport à tout ce que tu nous dis, t'avais dit que tu avais eu le soutien des guerriers, que au niveau des médecins, c'était un peu plus difficile. Et quels autres défis est-ce que tu as rencontrés, justement, parce que là, t'es parti aussi dans la police, un peu partout. Quels autres défis t'as rencontrés? Mon défi, c'est mon agenda. D'accord. Je ne sais pas travailler moins que 80 heures par semaine. C'est un véritable défi de pouvoir répondre à la demande de tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Après, une chose, c'est qu'en bout de course, il y a toujours des individus, des êtres humains. Et bon, quelquefois, ça marche dans un secteur parce que vraiment, il y a quelqu'un qui est décideur, on va dire, qui est convaincu. Et puis d'autres fois, il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues. Par exemple, dans les armées, de temps en temps, je savais qu'il y avait un endroit où ça ne marchait pas parce qu'il y avait un adjudant-chef qui n'y croyait pas, un capitaine qui n'y croyait pas, même si le colonel était d'accord, même Ouais. si le général donnait l'ordre. Et c'est ce qui fait le charme de la vie. Et finalement, il y a des êtres humains. Mais s'il n'y a pas de démarche, on va dire, bien organisée, voilà, le fait d'organiser les choses fait que les gens se sentent soutenus. Et ça, c'est important. Les êtres humains qui sont finalement au bout se sentent soutenus. Et puis, ils ont un référentiel. Voilà. Ouais. Et ça, c'est super intéressant parce que j'ai vu que souvent dans la mentalité des gens, dans la tête des gens, il y a un peu une sorte de cloisonnement qui se fait du monde militaire où on imagine vraiment le monde militaire très 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 séparé du monde civil, mais en réalité, c'est vrai que derrière, c'est des êtres humains. Par contre, c'est des êtres humains qui ont de la discipline, qui ont des qualités qui sont humaines, qui sont très fortes par rapport peut-être à ce que le commun des mortels peut avoir. Mais ça reste des êtres humains derrière. Et ça, je pense, c'est un point important
à bien préciser. Et c'est pour ça, toutes ces problématiques dont on parle, de gestion du stress et compagnie, ben, on se rend compte que ça concerne absolument tout le monde. Et quels que soient les grades, quels que soient les niveaux, et j'imagine surtout quand, par exemple, je pense à Grégory de Moreau qui lui, en fait, a fait l'Afghanistan, qui gérait des troupes là-bas, j'imagine que la notion de stress, faut quand même bien savoir la gérer, quoi. Quand on est sur le terrain avec la vie des personnes qui est en jeu, c'est voilà. Donc point très 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 intéressant. Et moi j'avais encore une question là qui me taraude. Euh, Bien sûr, tu t'es inspiré d'approches, de différentes approches que tu utilisais sur le terrain, mais le fait de proposer justement des inspirations qui venaient du civil, est-ce que ça s'est passé bien ou est-ce qu'il y a eu aussi quelques difficultés à faire intégrer des approches qui venaient du civil? Alors quand je dis approche du civil, c'est des choses comme la cohérence cardiaque ou autre, j'imagine, qui se sont développées d'abord au niveau du civil. Alors, en fait, j'avais proposé au départ de la sophro. J'étais sophrologue. Bon, j'allais pas proposer de l'hypnose parce que là, ça n'a pas pris du tout. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que... Alors déjà, je disais que je faisais de la sophrologie à la mode ericksonienne. Donc, je m'étais... Parce que finalement, celui qui a beaucoup inspiré la manière de faire les tops, c'est quand même Erickson avec sa communication, donc qu'on retrouve aussi en PNL. Mhm. Mais vraiment, je pense que ce qui est propre au top, c'est les critères que j'ai pris en compte pour euh, proposer un programme, c'est-à-dire le fait que ce soit utilisable dans l'action. Mhm. Et puis ce cheminement avant, pendant, après, ça n'enlève rien aux qualités des autres méthodes, mais quand j'ai des gens qui viennent se former, enfin qui veulent s'inscrire, et puis que j'apprends qu'ils sont coachs, ils ont fait de la PNL, de la sophro, de la cohérence cardiaque, de la gestion des émotions. Il y en a plusieurs au début, je leur dis, mais qu'est-ce que tu viens chercher d'autre? Mhm. Eh ben, la réponse commune, c'est des techniques opérationnelles. Ouais. Donc, c'est bon, voilà, c'est ce qui fait un peu l'originalité. Et puis aussi, alors, pas comme Ericsson, mais à la différence de Caicedo, donc, qui a développé la sophro, j'ai pas de modèle. Mhm. Tous les modèles s'y prêtent. Par exemple, pour comprendre comment utiliser telle ou telle technique, un psychologue freudien, il va s'y retrouver aussi bien que quelqu'un qui a fait les approches neurocognitives ou de la PNL. Voilà. Mhm. Donc, et puis, il y avait tellement de modèles qui existaient pour comprendre le fonctionnement humain. Voilà, c'est pareil. Bon, quand on enseigne la sophro, on enseigne les modèles de Caicedo, on parle de Caicedo. Quand on enseigne l'hypnose inspirée par Erickson, on parle d'Erickson, etc. Là, non, les gens, les modèles, les théories, ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est du pratique. Ouais. Donc, voilà, j'ai pris cette démarche-là. Alors après, il faut toujours resituer quand même dans le contexte, hein. Quand je parlais de sophrologie, on me parlait de secte, Mhm. de sophro, souffrance. J'en ai entendu, Ouais. surtout secte, comme quelques temps avant pour le yoga. Alors, je donnais la définition de la sophro pour montrer que ce n'était pas une secte, mais bon, voilà. Donc, les gens ont des représentations. Bon, et finalement, avec les tops, alors ça ne s'est pas appelé technique d'optimisation du potentiel au départ, ça s'appelait technique de gestion du stress. Mais alors là, tous les psychiatres nous sont tombés dessus parce que eux, c'est normal, ils ont une vision du stress pathologique. Mhm. Et donc, après, quand je leur expliquais, non, c'est le stress adaptation, comme l'avait dit Célier, ah, d'accord, ok, c'est bon. Ouais. Après, il faut toujours prendre le temps de discuter. Et là, j'avoue que dans
ma manière de communiquer, c'était très inspiré de ce que j'avais pu apprendre dans ma petite formation de PNL. Ouais. Mais c'est super intéressant parce que justement, tu parles d'hypnose, de PNL, et c'est vrai que souvent, il y a des incompréhensions par rapport aux terminologies. Et effectivement, aujourd'hui, quand tu parles par exemple du terme hypnose, les gens, ils voient tout de suite les spectacles d'hypnose. Mais en fait, en réalité, quand tu regardes déjà dans l'absolu, un état hypnotique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un état où ton cerveau imagine quelque chose et considère que c'est vrai. Par exemple, une phobie. Quelqu'un qui a la phobie des araignées, bien sûr, il se retrouve devant une araignée, il va avoir peur. Mais pourquoi est-ce qu'il a peur quand il voit la photo d'une araignée? Là, on se dit, c'est quand même bizarre. C'est un bout de papier avec des points de couleur dessus. Et pourtant, il va réagir. Pourquoi? Parce que son cerveau, à un moment donné, rentre dans un état particulier où il imagine que ce truc-là est vrai. Et il va fonctionner, il va agir comme si c'était vrai. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'on appelle ces fameux états hypnotiques de cette manière-là, on se rend compte que c'est un état totalement naturel, en fait. Voilà, et puis on le sait maintenant, il suffit de fermer les yeux un instant, de penser à quelque chose, on va stimuler la création d'ondes alpha. Donc c'est des états c'est ce qu'on appelle des états hypnotiques, en fait, en réalité. Donc souvent, c'est les mots qui font peur, et c'est ça qui est marrant quand tu parlais de sophrologie et puis de cette idée de secte et compagnie. Il y a souvent ça, et je pense que c'est une caractéristique de l'être humain ouais, de créer une sorte de distanciation par rapport à ce qu'il ne comprend pas. Et Oui. quelquefois, c'est intéressant de juste expliquer les choses de manière simple. Alors, toi, tu avais parlé effectivement de toute l'inspiration ericksonienne, et c'est vrai que Milton Erickson, dans la partie hypnose, bah, il a inspiré presque enfin, une grande partie des approches que je connais aujourd'hui. La PNL, d'ailleurs, à la base, ça a été une modélisation de Milton Erickson. Et qu'est-ce qu'on s'intéresse? On s'intéresse à quoi? On s'intéresse à sa manière de parler. C'est Parce que ça. c'était quelqu'un qui parlait avec ses patients, avec ses clients ou quoi. Alors bien sûr, c'était des patients puisque lui était psychiatre, mais par le langage, il arrivait à induire du changement. Et ça, en fait, si on devait donner une définition de toutes ces approches ericksoniennes, c'est vraiment apprendre à maîtriser le langage. Et ça, c'est exactement donc l'objectif initial qu'avait la PNL. Et après, bah, évidemment, il y a eu tout plein d'évolutions un peu dans toutes les directions. Mais la base de la PNL, c'est ça, c'est la maîtrise du langage qui va avoir un impact sur l'autre, un impact positif, bien évidemment. Et cette partie-là, effectivement, qui est reprise dans les tops. Donc vraiment, très intéressant de comparer l'évolution des deux approches, parce que finalement, c'est un peu les mêmes défis qui se sont retrouvés devant chacune. Et c'est vrai que voilà, la PNL est vraiment focalisée sur la partie de ce qui se passe dans la tête, des pensées, et les tops ont également mis tout l'aspect, l'importance sur la notion du corps, sur le mouvement, sur l'implémentation de l'ensemble. Donc, je trouve très intéressant cette mise en relation. Et peut-être encore une question. Phil, ouais, tu voulais dire quelque Je chose? voulais juste rebondir sur l'importance effectivement de la communication et du dialogue interne. Là, je fais vraiment les ponts entre les deux approches, mon vécu au quotidien et les besoins évidemment au niveau militaire et au niveau gestion de crise pour tout un chacun, que ce soit dans le monde, je vais dire, traditionnel au quotidien pour un individu, mais aussi pour des groupes, que ce soit une entreprise, une grande organisation typique armée. Et dans cette notion-là, il y a l'hypnose ou la PNL ou les TOP, c'est toujours aller chercher cet état modifié de conscience qu'on a tout le temps dès qu'on est focus et concentré. Et Hmm. dans cette recherche de performance, ben c'est ça aussi, c'est l'art de soi-même se concentrer et de faire en sorte que les autres soient vraiment focus, concentrés sur leur mission, sur leurs tâches, sur les commandements. Donc vraiment cette notion d'influence, mais influence avec l'intention positive, Ouais, toujours avec ce but de faire auto-élévation mutuelle, ouais. vraiment. Exactement. Et puis peut-être justement, Edith, toi, quel pont tu fais entre l'armée et le civil? Parce que toi, t'as baigné, t'as plongé dans les deux domaines. Quel pont est-ce que tu fais entre l'armée et le civil? Alors, je ne sais pas si c'est des ponts, mais en fait, dès le départ, j'avais créé la méthode pour qu'elle s'adapte à tout le monde. Alors, l'armée, c'est jamais que la représentation de la population lambda, hein. Il y a de tout. Et donc,
ça s'est adapté tout naturellement à tout le monde, dont les sportifs, les entreprises, etc. Simplement, quand on fait des formations, on adapte à chaque fois à l'objectif, pourquoi on nous demande d'intervenir. Donc, c'est le processus qui s'adapte, mais la méthode, elle a été créée pour ça, pour s'adapter. Mhm. Donc, par contre, appliquer strictement le modèle de l'armée dans le civil, non, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Mais c'était au-delà finalement comment dire, des secteurs précis. Mhm. Et c'est pour ça qu'il n'y a eu aucun souci, je n'ai aucun souci pour proposer la méthode dans les différents champs parce qu'elle s'adapte. Mais il va de soi que je ne vais pas tenir le même discours et surtout pas donner les mêmes exemples entre une entreprise de BTP ou des anesthésistes réanimateurs Ouais. ou des sportifs. Voilà, mais autrement, c'est vraiment adaptable. Ça a été créé pour ça. Mhm. En fait, D'accord. ça a été créé, mon objectif, c'était de proposer des choses pour que chacun se les approprie et se les transforme. Et c'est là que Erickson, il était extraordinaire. Moi, j'appelle ça l'art du flou, Ouais. qui n'est pas évident, qui fait que en s'adressant à plusieurs personnes, chacun va être capable de se l'approprier à sa manière. Ouais. Et je voulais dire aussi, au départ, d'emblée, je l'avais organisé pour que ce soit fait en collectif. Alors, on peut le faire en individuel, mais on parlait à un moment de cohésion des équipes. Eh bien, le fait de faire des séances en collectif et puis d'avoir ces temps de partage avant ou à l'issue des exercices pratiques, eh bien, renforce la cohésion. Mhm. D'accord. Merci. Alors là, très intéressant de nouveau cette notion justement de cohésion, d'équipe. Euh, ce que je voudrais proposer là justement, c'est une sorte de mise en perspective. Parce qu'on a trois domaines finalement qui sont bien là. Il y a les TOP, il y a la PNL, il y a le monde de la défense. Et de voir un petit peu actuellement au niveau de l'état de l'art, euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces trois domaines-là d'un point de vue déjà individuel, et justement, tu as commencé à aborder le fait que ça peut également être utilisé d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif. Après aussi d'un point de vue bureaucratique, alors ça, même dans l'armée, en temps de paix, il y a une bureaucratie hein, qui doit fonctionner, dans les entreprises aussi. Et puis également, dans un système de crise qui est un peu la crise sanitaire actuelle. Ça permettrait de voir un petit peu les différentes approches et perspectives. Alors, si on regarde déjà d'un point de vue individuel, ou tiens, commençons par le groupe, puisque à la base, les tops sont spécifiquement, ont été développés spécifiquement pour les groupes. Commençons par ça. Donc, au niveau des groupes ou des collectivités, euh, il y a peut-être des choses qui vont se répéter, mais je pense que ça va être intéressant maintenant dans la mise en perspective, comme on va aborder avec les trois domaines. Euh, Comment pour toi, Edith, comment est-ce que les tops permettent de gérer, par exemple, les conflits et de renforcer l'efficacité d'une équipe? Parce que, voilà, tu parlais de respiration et autres. Qu'est-ce qui permet vraiment cet aspect-là? Juste- Alors, en fait, on va respecter un processus d'apprentissage qui est déjà, on va travailler, bon, j'ai une métaphore agricole hein, qui est facile, on va travailler le terrain, c'est-à-dire travailler ce que j'ai appelé les piliers, les fondamentaux, donc imagerie mentale, dialogue interne, respiration, relaxation. Puis après, on va semer avec des protocoles bien précis. Donc, on va commencer avec les personnes à leur présenter la météo, les différentes respi. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que sur, par exemple, 1 heure de séance, bon, il y a 10 minutes grand max de pratique. Tout le reste, c'est du dialogue. Donc, avant, on donne ensemble le mode d'emploi.
on explique à quoi ça sert, pourquoi, mais aussi on demande aux gens comment ça va, quelles sont vos attentes. Enfin bon, vous connaissez tout ça hein, en termes de formation. Et après, on propose aux gens de s'exprimer sur leur vécu. On ne les oblige pas. Moi, je leur dis, hein, vous n'êtes pas obligé de me le dire, mais j'aimerais bien que vous vous le disiez à vous, sous forme de dialogue interne, pour en fait apprendre les protocoles et puis prendre conscience des effets. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que ça me fait rien du tout? Et à ce moment-là, j'utiliserai pas. Donc, et finalement, c'est pendant ces temps de dialogue que les gens apprennent à se connaître. Et moi, j'aime bien, alors on peut faire des sessions, par exemple, pour une équipe, ou des sessions hétérogènes. Et moi, je les aime bien. Alors, sessions hétérogènes, par exemple, dans l'armée, je pouvais avoir des formations de moniteur top avec pilote de chasse, pilote de transport, contrôleur aérien. Et tout ce petit monde en temps ordinaire a plutôt tendance à se critiquer plus ou moins. Voilà. Et pendant les formations, ah bon, c'est ça ton job, disait le pilote de chasse au pilote de transport. Ah bon, ah ben c'est bien. Et puis, ah, c'est toi, ils ont tous des surnoms. Hein. Donc, le contrôleur aérien qui dit à l'autre, ah, c'est toi un tel. Ah ben oui, attends, l'autre jour, tu n'as pas respecté ton couloir. Ah oui, c'est toi qui m'as embêté et tout. Et puis finalement, ah bon, c'est toi. Puis après, donc comme c'est dispensé dans le temps, eh bien, ils se connaissaient, puis ils connaissaient les contraintes. Ils avaient l'occasion, justement, parce que comme on doit adapter les outils aux contraintes professionnelles des gens, du coup, ils découvrent le métier des autres. Et ça, c'est intéressant pour, en termes, j'ai presque envie de dire, systémiques. Puis autrement, au sein d'un équipage, par exemple, eh bien, le fait de le faire ensemble, d'ailleurs, il y a une étude qui a bien montré que des séances collectives avec tous les escadrons, depuis les tout jeunes jusqu'aux chefs de patrouille, tout ça, eh bien, ça avait amélioré la cohésion horizontale et verticale. Ces temps de parole, ils sont indispensables. D'accord. Ok, merci. Et puis toi, Phil, dans l'armée, justement, comment sont gérées ces questions de cohésion d'équipe, d'enforcer l'efficacité d'une unité, par exemple? Ben oui, évidemment, c'est très très important. On sait que seul on va vite, ensemble on va plus loin. Donc forcément, on est toujours dans la recherche de l'amélioration de l'unité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle une entité, un groupe. On essaye qu'elle ne fasse plus que un. Donc que l'ensemble des individus qui constituent ce groupe soient tellement en lien, en cohésion, donc qu'ils aient une bonne connaissance d'eux-mêmes, mais surtout aussi des autres, qu'on peut aller chercher les forces individuelles de chacun pour les mettre au service du groupe. Parce qu'on sait que tel élément, un tel est meilleur là-dedans, un tel est meilleur dans ça et dans ça. Et puis, ben oui, forcément, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on a surtout la préparation. On anticipe beaucoup. Loi de Pareto, hein, 80-20, 80%, beaucoup d'entraînement, de drill. On répète les choses pour que ça devienne naturel. Et l'adage dit souvent qu'en stress ou quand on est en situation chaotique, de crise, etc., eh bien, les professionnels, quels qu'ils soient, appliquent, professionnels ou pas d'ailleurs, hein, n'importe quel être humain, applique que 10% de tout ce qu'il connaît et de tout ce qu'il maîtrise. Mais comme on dit souvent, 10% d'un professionnel, ça sera toujours plus élevé que 10% d'un amateur. C'est là qu'on va chercher vraiment à renforcer par l'entraînement, à coller au plus proche des situations opérationnelles. Donc, on dit souvent aussi beaucoup de sueur, moins de sang. Ça veut dire beaucoup d'entraînement, on se prépare énormément et alors on favorise les situations qui mettent les gens en promiscuité très très vite. Et on va chercher par cette promiscuité à développer les liens proches et forcément la cohésion. Je pense aussi qu'on favorise une certaine, là ça va avec mon recul et mon œil aussi bien PNL que top, on va aller chercher le point commun entre chaque élément du groupe. Et le point commun finalement c'est des valeurs très humaines. On est vraiment dans l'humain, dans l'intelligence émotionnelle, dans ce qui constitue un humain, notamment au niveau neurologique.
on va utiliser beaucoup de cérémonial, beaucoup d'images, beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de traditions. Et notamment, voilà, la petite anecdote, c'est quand on donne un ordre, eh bien, on va utiliser un bac à sable. Un bac à sable, c'est quoi? C'est une représentation du terrain au sol avec des éléments naturels qui représentent en fait une carte. Hein, alors on dit souvent, la carte n'est pas le territoire. Eh bien, c'est exactement ça. On va aller chercher un objet individuel de chaque personne qui va lui permettre justement de se représenter dans cette représentation de carte, de voir en mouvement. Et alors, ben là, on est sur une partie projection où la personne peut s'imaginer le film, on wargame, vous savez, on joue sur le jeu finalement. Et là-dessus, ben, on voit qu'on est fortement sur la partie commune de tout être humain, c'est-à-dire la partie cerveau, neurologie. Par la suite, évidemment, on va aller chercher par le corps. On va aller chercher aussi par le cœur. On essaye d'aligner les différents centres pour qu'au sein de cette chaîne, tous les maillons soient aussi bien alignés. On n'est jamais plus fort que son élément le moins fort dans un groupe. Ok. C'est aussi un bel adage. Alors, ouais, c'est intéressant, tu parles aussi de visualisation et autres. Moi, il y a un livre que j'ai trouvé fantastique, c'est celui de Cédric Tranchon, qui était leader de la Patrouille de France, et qui explique à quel point même la Patrouille de France, dans leurs entraînements, se servent de la visualisation. Il explique que même quand ils sont en vol à Dubaï, ils vont halluciner littéralement qu'ils sont à Salon de Provence. Et ils vont parler de repères géographiques locaux. Ils vont se repérer par rapport aux villages alentours, même s'ils sont à Dubaï en fait. Et c'est intéressant parce que souvent ces phénomènes de visualisation, etc., sont perçus par les gens comme étant des enfantillages. Et pourtant, les sportifs de haut niveau l'utilisent à fond. L'armée de l'air, apparemment, l'utilise à fond. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui manque énormément dans le monde du civil. C'est cette prise de conscience d'outils simples qui font la différence. Et justement, l'approche PNL par rapport à tout ça, c'est aussi dans le sens de ce que tu disais, Phil, c'est de trouver déjà quelle est la valeur commune entre tous les individus qui sont là. Remonter l'échelle de valeur jusqu'au moment où on trouve la première valeur qui va animer toutes les personnes du groupe. Et dès qu'on a ça, à partir de là, en se servant du langage, et c'est là après tout l'art de l'utilisation de ce langage précis, et en même temps également du langage, comment on dit, artistiquement vague, en jouant avec tout ça, eh bien, on peut faire que tout le monde revienne à un niveau de cohérence et de cohésion qui est vraiment important, puissant et basé sur une valeur commune en fait. Donc ouais, très très intéressant pour la partie groupe. Merci déjà beaucoup beaucoup à vous deux. Et puis là, bah, maintenant on peut peut-être se poser la question aussi, bah, qu'en est-il en individuel? C'est-à-dire par rapport au top, mettons, comment est-ce que les tops permettent de gérer le chaos intérieur, par exemple, ou alors ce stress psychophysiologique? Ah, alors, en individuel, moi, je fais comme en groupe. D'abord, il y en a, ils sont plusieurs dans leur tête, donc on parle à tout. Mais donc, j'utilise toujours cet art du flou pour que la personne en face de moi s'approprie. Autrement, les outils sont les mêmes, mais alors, il y a plusieurs stratégies pour gérer le stress, où on apprend à la personne à, à gérer tout type de stress et à être autonome. Donc ça prend un certain temps. Mais quand les gens viennent finalement tout seuls, ils viennent pour un objectif précis qui les stresse. Par exemple, une compétition, un entretien professionnel, etc. Et ben à ce moment-là, je commence par le début, c'est-à-dire euh, donc la fameuse météo, comment vous êtes dans ces cas-là, et puis la respi, et puis le travail sur les images mentales. Moi, je fais travailler la bibliothèque d'images, des images apaisantes, des images dynamisantes, et puis des images qui correspondent à la zone de flow. Et alors, images évidemment au sens large, hein, et plus du dialogue interne. Donc ça prend déjà un petit peu de temps. Et puis après, ben, j'aborde les techniques comme, par exemple, pour une compétition ou un examen, quelque chose comme ça. Si la personne manque de confiance en elle,
ben, j'utilise ce que j'ai appelé renforcement positif, donc lui faire revivre quelque chose qu'elle a déjà réussi. Ça peut être la préparation mentale de la réussite, donc l'anticipation de l'épreuve et tout ce qu'on doit faire avant pour réussir, pour atteindre son objectif, donner le meilleur de soi-même, en fait c'est ça la réussite. Et puis la répétition mentale, c'est ce que fait la patrouille de France, c'est ce que font les sportifs qui jouent dans leur tête en somme. D'ailleurs, quand j'avais des sportifs blessés, je leur disais, bah, si tu veux, je vais t'apprendre à jouer dans ta tête. Et après, le retour sur le terrain était beaucoup plus rapide. Et ça, c'est utilisé aussi beaucoup en rééducation post-AVC, rééducation post-accident, etc. Donc ça, c'est une compétence qu'on a. Et mais évidemment, en le faisant en positif, en le faisant en temps réel, en le faisant de manière motivante, parce qu'on fait tous, on utilise tous nos sens, mais notamment le dialogue interne, c'est incroyable comme on peut se parler négativement. Hein. Ouais. Mmh. Donc, moi, je Ouais. donne un petit jeu à mes stagiaires. Je leur dis, tiens, la prochaine fois, vous allez manger ensemble. Alors, en ce moment, c'était un peu compliqué. Mais amusez-vous à prendre conscience de toutes les phrases négatives que vous dites et que vos camarades disent. Et puis, amusez-vous à les reformuler pour que ça devienne une habitude. Ouais. Voilà. Mais Quand vous parlerez bien, eh bien, vous parlerez bien aux autres. exactement. Et j'aime bien cette métaphore qui dit qu'est-ce qui sort lorsqu'on presse une orange? Qu'est-ce qui va sortir? Bah, logiquement, on va dire du jus d'orange. Pourquoi? Bah, parce que elle est faite de jus d'orange. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'on a des dialogues internes totalement négatifs, et là c'est aussi un point fondamental en PNL, c'est que ce qui va se passer dans notre tête, notre manière de nous parler à nous, va automatiquement se refléter sur notre manière de fonctionner à l'extérieur. C'est évident que si maintenant on commence à alimenter des idées négatives pendant 1 heure, eh ben, c'est évident qu'après 1 heure, on va pas se sentir mieux, quoi. C'est logique, c'est du bon sens. Et ça a été même montré par Eric Kandel, qui est le prix Nobel de médecine en 2000, où il a montré qu'en alimentant une même pensée pendant 1 heure, on peut jusqu'à doubler le nombre de connexions neuronales qui alimentent cette pensée. En gros, on devient de plus en plus compétent à ces choses qu'on est en train de parler et de se dire. Et combien, quelquefois, effectivement, bon, je pense qu'on est tous un peu plusieurs dans notre tête, hein, on se Oui, parle à oui. soi-même. On vient de faire un truc de pas correct. Ah, mais qu'est-ce que t'es nul, c'est pas possible. Et tout ça, en fait, ça a un impact. Comme lorsqu'on va dire à un enfant ou à quelqu'un, on lui répète régulièrement, t'es nul. Mais à un moment donné, c'est du conditionnement. Et là, on revient sur les bases de ce que la psychologie enseigne, avec les conditionnements de Pavlov, tous les travaux de Skinner également derrière. On reste en fait des êtres très basiques en fait. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi c'est un exemple que je donne, mais parce que je l'ai vécu. Vous êtes en voiture, puis vous allez à un endroit. Et puis déjà dans votre tête, vous êtes à l'endroit et vous avez envie d'y aller vite. Et bien vous accélérez, vous Ouais. n'avez pas remarqué? Quitte Ouais. à faire un dépassement de vitesse. Et c'est complètement incontrôlé, c'est votre pied. Ouais. Donc il faut revenir un petit peu dans sa voiture. Quoi. Exactement, exactement. Ben, en tout cas, merci Edith pour cette vision par rapport justement au top. Et puis toi, Phil, par rapport à la défense, comment est-ce que font les armées pour gérer le stress individuel des soldats, notamment, je sais que tu m'as parlé de drill et compagnie. Comment ça marche en fait au niveau des armées? Alors, ben non, je veux dire, par le passé, on avait évidemment un grand réservoir de force et donc on sélectionnait beaucoup, je pense. Et puis ben, maintenant, de plus en plus, on va chercher à former le militaire pour lui apprendre à gérer ou en tout cas comprendre et donc conscientiser et retourner là-dessus ainsi sur du connu. Comme ça, il peut partir du connu et quand l'environnement autour de lui est inconnu, il revient toujours à cette part intérieure et donc cette confiance profonde. Et en parlant de ça, ben, confiance, on travaille beaucoup sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur l'image de soi. Donc on va mettre pendant toute la formation, pendant tout l'entraînement, d'ailleurs c'est 2 choses différentes. Hein. Former, c'est mettre dans des conditions optimales pour transmettre un savoir et un savoir-faire, un savoir-être. Et là, le mot attitude prend toute son ampleur. Hein.
Et puis, ben, il y a la partie entraînement où là, on va rajouter des petites notions de fatigue, de conditions moins optimales avec la météo, etc. Et en Belgique, tout le monde sait très bien qu'on a une météo particulièrement propice pour entraîner les situations moins faciles. Et donc, voilà, on a l'art de faire vivre des expériences à l'individu tout en renforçant l'appartenance au groupe. Et on va aller chercher, évidemment, encore une fois, toutes ces notions d'image concrètes à travers, par exemple, le drapeau, les valeurs qui y sont liées. On va renforcer aussi avec l'uniforme. Hein, c'est une forme unie. C'est encore une fois cette notion d'unité. Ben, oui, donc l'individu va très vite comprendre qu'il fait partie d'un groupe et que c'est grâce au groupe qu'il va pouvoir se confronter ou faire face plutôt, se confronter à une réalité et surtout faire face, c'est-à-dire de réagir ou agir de manière correcte par rapport aux défis qui viennent dans son environnement. Autre chose aussi, je pense qu'on forme de manière holistique, c'est-à-dire on fait vivre les expériences, mais dans toutes les parties de l'être, c'est-à-dire aussi bien physiquement, mentalement que émotionnellement. On ne parle pas beaucoup d'émotionnel parce que parfois c'est encore un petit peu tabou, mais le pourquoi est vraiment derrière. Quand j'ai appris la PNL, les TOP, je me suis dit, mais ça y est, ça, on m'a donné le mode d'emploi théorique de tout ce que j'ai vécu de mes 20 ans d'armée, c'est-à-dire toute la formation, l'éducation. Par exemple, on est à l'académie militaire, on va former nos futurs leaders sur une partie académique, également sur une partie tout à fait physique, sportive, également aussi point de vue caractériel, vraiment les valeurs et cette attitude, cette posture, posture ni trop haute, ni trop basse, le juste milieu, cette humilité, penser aux autres, etc. Enfin bon, toutes des notions vraiment très valeurs. Et puis, ben là, évidemment, l'aspect très professionnel, c'est-à-dire apprendre à diriger, à commander sur le terrain. Et pour n'importe quel autre, peu importe la couleur, catégorie, c'est être sur le terrain. Et on essaie de recréer des situations qui sont plus proches de ce qu'ils vont vraisemblablement vivre dans le futur quand ils sont déployés en opération. Ça, c'est la manière de fonctionner d'une armée par rapport à ces individus. Ok, merci Phil. Alors ben ouais, c'est très intéressant. Euh, du point de vue de la PNL, en fait, au niveau individuel, un des éléments fondamentaux qu'on va aborder, c'est une citation que j'aime beaucoup de Richard Bandler, qui est le co-créateur de la PNL, c'est de dire si tu changes ta manière de penser, à ce moment-là, tu vas changer ta manière de ressentir les choses, et à ce moment-là, tu vas changer ce que tu peux faire, ce que tu es en mesure de faire. Et ça, pour moi, c'est un élément assez fondamental parce que, effectivement, je pense que dans toutes les approches, on adopte une vision assez holistique de la personne, assez globale. Et évidemment, quand on se rend compte qu'il y a le côté des émotions, le côté également de notre manière de penser, et puis également bah, le côté physique de la réalité, de l'environnement dans lequel on est. Et c'est intéressant de se rendre compte que si effectivement j'arrive à avoir un impact sur mon dialogue interne, je peux avoir un impact assez violent, mais violent dans le sens très positif du terme, sur mon fonctionnement dans mon environnement. Parce que ce dialogue interne, bah, il alimente tout ce qui est nos croyances limitantes. Lorsque, par exemple, j'ai peur de m'engager dans quelque chose, alors je pense que c'est vrai aussi bien à l'armée, j'imagine, que, par exemple, quelqu'un qui veut créer une entreprise, il y a des peurs, et ces peurs souvent viennent alimenter un dialogue intérieur qui dit, mais oui, et si ça marche pas, et si, et si ça. Et en fait, la personne, souvent, sans même se rendre compte, elle se crée un conditionnement qui est négatif, qui va l'empêcher de passer à l'action, et qui lui permet plus d'analyser les choses de manière claire et de manière rationnelle. Et ce qu'on va chercher à faire justement en PNL, ça va être de responsabiliser la personne vis-à-vis de son dialogue interne. Souvent les gens me disent j'y peux rien, c'est comme ça. Mais vous savez, c'est un petit peu comme des personnes qui vont se retrouver pour la première fois au volant d'un appareil. Et là, j'ai une petite anecdote sympa. J'étais en Angleterre avec une amie, on était parti dans un musée où il y avait une sorte de simulateur de vol, où on pouvait rentrer à deux et puis il y avait des manettes. Et elle, en fait, dès l'entrée, elle avait peur, elle s'était crispée, elle s'attachait à sa ceinture. Et moi, je m'amusais bien. C'est une cabine qui bougeait dans tous les sens, d'accord? Et moi, je lui ai dit, écoute, mais prends les commandes, tu vas voir, c'est beaucoup plus facile à gérer après à gérer l'impact finalement du mouvement si c'est toi qui es aux commandes. Et elle dit, non, 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 c'est bon. Et j'ai pas compris pourquoi elle ne voulait pas le faire.
Et à la fin, quand on est sorti et qu'elle a retrouvé ses esprits, elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais les commandes, elles servaient vraiment? Moi, j'ai dit, bah, oui, évidemment. Et elle pensait, en réalité, elle s'est convaincue que les commandes étaient juste un truc en plastique qui servait à rien. Et elle s'est convaincue que ça ne servait à rien de prendre le contrôle. Résultat, elle était bloquée, figée et apeurée en fait. Et l'idée, en fait, c'est que c'est souvent la même chose avec l'être humain. C'est que quelquefois, on a la sensation qu'on n'a pas le contrôle sur nos flux de pensée. Mais en réalité, si, il faut juste savoir comment faire. Et c'est ça, en fait, un des éléments fondamentaux qu'on va travailler en individuel, c'est déjà redonner la responsabilité à la personne par rapport à sa propre vie, à ses pensées, à ses dialogues internes, et à partir de là, de pouvoir y apporter du changement. Super, super, super. Déjà, ce que je trouve génial, c'est que les trois visions sont très complémentaires. Je trouve ça très intéressant que ça va vraiment dans le même sens, toujours dans le sens de l'intégralité de l'être humain, de prendre en compte vraiment l'aspect complet de la personne. Ça, je trouve déjà super, super. Excellent. Alors maintenant, l'aspect que je voudrais aborder, c'est l'aspect bureaucratie. Parce que ce truc-là, c'est, je pense, une problématique qui est une réalité aussi bien dans le civil que dans le monde militaire. Et ça, on le voit vraiment dans tout type de structure. Euh, Comment, par exemple, avec les tops, on peut aider à transformer une culture d'entreprise, par exemple, et de remettre vraiment l'humain au centre de l'organisation et finalement ouais, de gérer tous les défis qu'on peut avoir, les défis de recrutement, de motivation, etc., ou même de phénomènes d'attrition, par exemple. Une culture, c'est long à changer, hein. Il faut une génération, hein. Donc, alors, ce que je propose, moi, dans ces cas-là, c'est de faire des ateliers assez courts, enfin d'une heure et demie, mais enfin pas des journées entières de formation, et puis régulières. Puis il y a une chose aussi importante, c'est que ne vient aux séances que les volontaires. On n'oblige pas. Ouais. Mais quand vous avez quelques personnes qui commencent à changer, à être un peu plus positifs et tous les autres, ils viennent, ils y viennent. Mais changer une culture, c'est quand même long, il faut répéter, répéter et il faut commencer tout petit. Je m'explique. Dans l'armée de l'air, au départ, ils voulaient proposer les tops à des pilotes de chasse déjà bien dans leur carrière. Bon, ils avaient déjà tous plus ou moins développé leur stratégie. Et alors, j'étais à un moment en poste dans un service qui s'appelle le Centre d'études et de recherche psychologique de l'armée de l'air, dont une des actions, c'était de mettre au point les tests de sélection, mais on faisait aussi beaucoup de formation et on dépendait du commandement des écoles. Et ça, c'était très bien parce qu'un jour, j'ai dit à mon général, je lui ai dit, mon général, il faut commencer tout petit, il faut commencer à l'école. Et c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est aussi une astuce. Commencer tout petit parce que nos jeunes à l'école de l'air ou à l'école des contrôleurs aériens, déjà, ils étaient plus habitués à la notion de stress, alors que dans les années 90, le stress, c'était quand même mal perçu. Puis ensuite, ben, ils écoutent encore, hein. Et voilà, ils ont envie d'apprendre plein de choses. Puis si on leur dit, ben, on va vous donner un moyen d'apprendre encore mieux et plus vite, ben, ils sont preneurs. Mhm. Et puis après, moi j'ai souvent en tête une chanson chantée notamment par Jeanne Moreau, donc c'est pas d'aujourd'hui, Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que ces jeunes, eh ben, je leur demandais: «Tiens, quel est votre prochain contrôle?» et cetera et je prenais ce qu'ils allaient vivre dans les jours qui suivaient pour, je les faisais travailler là-dessus et pas sur le fait, je leur parlais pas de sécurité des vols quand ils seraient en opération. C'était trop loin. Donc et en entreprise, c'est pareil. Donc on commençait par les jeunes. Alors jeunes, c'est pas forcément en âge, hein.
c'est des gens qui viennent d'arriver dans leur métier. D'accord. Et en plus, ils sont jeunes en âge, c'est bien. Mais voilà, et donc et en fait, ça fait partie des caractéristiques pour bien gérer son stress, pour être adaptable, être curieux. Être curieux et donc bah, les jeunes sont curieux. Les jeunes ou quand on arrive dans une nouvelle fonction, on est curieux normalement, enfin Mhm. j'espère, curieux de savoir, bah, tiens comment on fait ceci, tiens qui sont mes collaborateurs et cetera et cet aspect curieux est absolument indispensable si on veut être suffisamment curieux pour utiliser des outils qui vont, m'aider à évoluer, à être bien, à durer, voilà, dans la sérénité. D'accord, merci Edith. Et Phil, alors dis-moi, toi, par rapport à l'armée, euh, au niveau de cette question de bureaucratie, d'après toi, quelles sont les bonnes questions à se poser dans les états-majors, en gros, pour que les choses fonctionnent de manière fluide? Alors, les bonnes questions à se poser. Avant de poser les questions, je pense qu'il y a une réalité et un contexte qu'on oublie un petit peu et qui est nécessaire de rappeler, c'est qu'une armée en temps opérationnel et une armée en temps de paix, ou en tout cas les gens dans leur quotidien ne partent pas tout le temps en opération. Ça, c'est important aussi pour que tout le monde qui nous regarde comprenne, c'est qu'une période opérationnelle, c'est une période de quelques mois, et puis ben, le reste du temps, on se prépare. Alors, il y a aussi une différence entre les unités de combat qui sont a priori avec un core business partir en opération et puis d'autres unités qui sont là pour appuyer, qui sont au service et également tout un état-major évidemment. Donc il y a toute une partie administration. Et donc là il y a des grands environnements différents. Là, le challenge est que en fait quand on est formé, on se forme a priori pour l'action, pour agir, pour un environnement opérationnel. Donc, il y a un endoctrinement, pardon, un conditionnement qui est prévu pour pouvoir aller justement évoluer dans le VUCA, dans tout ce milieu changeant en crise qui peut être vu comme du chaos. Donc, il y a aussi des préparations mentales qu'on fait, et des conditionnements. On les prépare à anticiper, à être prêt à agir et réagir de la meilleure façon. On s'adapte, on domine, on improvise même, mais en fait, non. C'est toutes des choses qui ont été travaillées en amont. Et donc, il y a quand même cette faculté du militaire d'avoir cette perception permanente du worst case, le pire scénario, pour y être prêt. Donc, en permanence, certainement chez les cadres, peu importe leur rang, on travaille cette notion de dire, OK, en cas de, qu'est-ce qu'on fait? Les fameux what if. Et donc, il y a une grosse programmation là-dessus. Et évidemment, quand par la suite, le militaire qui va changer de fonction régulièrement, certainement dans les états-majors, des officiers vont tous les 2-3 ans évoluer et changer de rôle et de fonction. Eh bien, à un certain moment, ils se retrouvent dans un environnement très administratif, très bureaucratique, qui n'est plus du tout l'environnement VUCA, chaotique et mouvementé, alors qu'ils sont des hommes d'action. Et donc, bah, il y a parfois certains qui vont alors transposer et mettre peut-être leur action au service de l'administration et de commencer à mettre beaucoup de procédures en place, beaucoup de peut-être de choses qui ralentissent finalement parce qu'on se dit, bah, on a le temps là. Alors que d'habitude, ben, on sait très bien que sur le terrain, là, on n'a pas vraiment le temps. Il faut pouvoir réagir dans dans le quart de seconde, etc. Je pense aussi que voilà, maintenant, on est dans une société de l'information et que quand on est justement dans la partie plutôt bureaucratique, administration ou de préparation aussi, hein, où le rythme est plus calme, eh bien, il faut pouvoir se dire, OK, on travaille avec des nouvelles technologies, société de l'information, égale aussi s'adapter à ce nouvel environnement, à ces nouveaux outils et s'inspirer peut-être de ce qui se fait dans certaines parties du monde, comme à la Silicon Valley, les fameux GAFAM, j'aime bien les citer, donc c'est-à-dire tout ce qui est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. C'est des grosses boîtes qui ont l'habitude de gérer l'information. Finalement, c'est un des nerfs de la guerre, hein, on le dit, la communication, l'information, c'est super important et c'est là que je fais le pont. Déconditionner cette partie de worst case et plutôt s'orienter sur ce qui fonctionne bien, hein, d'autant que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel, et ça on y viendra certainement, mais là c'est important de reprogrammer sur ce qui fonctionne bien aussi. Mhm.
Et puis après, de s'inspirer sur, OK, gestion de l'information et utilisation des technologies actuelles. Voilà, ça c'est ce que je pourrais, moi, peut-être conseiller. De là va émerger des questions. Les quêtes vont émerger de cet environnement, de cette compréhension de l'environnement. Mhm. D'accord, merci. Je Alors, laisse méditer l'état-major sur les bonnes questions à se poser par rapport à tout ça, évidemment, hein. Mais je pense ouais, que c'est vraiment important. d'accord, merci. Alors, le point de vue PNL par rapport à tout ça, aux problématiques de bureaucratie, en fait, en PNL, on aime énormément prendre un pas en arrière et regarder les choses plus en amont, en fait. Ce qui va se passer, c'est que bien souvent, le problème, c'est qu'on a le nez dans le guidon. Le problème dans la bureaucratie, souvent, bah, bien sûr, il y a les notions de complexité, mais souvent, cette bureaucratie devient compliquée parce que le point de vue que les personnes ont dessus est extrêmement négatif. Or, on sait, la bureaucratie, elle est nécessaire dans une certaine mesure, elle devient inefficace lorsqu'il y en a trop et qu'elle est mal organisée, mais par contre, déjà, adopter un point de vue sain sur cette bureaucratie va être essentiel. Par exemple, euh, un des phénomènes qui mène beaucoup au turnover ou à ce qu'on peut appeler l'attrition, c'est qu'à un moment donné, il y a une perte de motivation des personnes. Pourquoi? Parce que souvent, je pense, surtout les personnes qui sont dans l'action, elles sont énormément centrées objectifs. Et ça, c'est souvent ce qu'on entend même dans les séminaires de motivation, objectif, on y va à fond, à fond. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est complètement focalisé sur un objectif, euh, il peut y avoir un côté vicieux à ça. Le côté vicieux, c'est qu'on est tellement obsédé d'arriver à l'issue finalement, ou à l'objectif final, qu'on profite pas du voyage en fait. Et ce qu'on aime bien justement dans le monde de la PNL, c'est d'apprendre à la personne à apprécier le cheminement qui permet d'arriver à l'issue finale. Ce qui fait que d'un coup, à force de prendre plaisir, on le sait, plus on a plaisir à faire les choses, plus on devient efficace, et plus effectivement l'action en elle-même devient plaisante. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans les entreprises, notamment dans des tâches qui peuvent être quelquefois considérées comme répétitives ou quoi, mais là, en fait, de transformer l'état d'esprit de la personne pour apprécier le cheminement. Et là, d'un coup, on arrive à générer du plaisir. Et en générant du plaisir, on arrive à baisser les niveaux d'insatisfaction et aussi, souvent, les erreurs. Parce que les erreurs sont commises ben, beaucoup plus fréquemment lorsqu'une personne ne prend pas plaisir à ce qu'elle fait, lorsqu'une personne sent que ce qu'elle fait n'a pas forcément la plus-value qu'elle voudrait espérer. Donc on joue beaucoup sur l'état d'esprit de la personne vis-à-vis de l'action en question. Voilà. Donc ça c'est l'approche, on va dire, l'approche PNL par rapport à tout ça. Et le dernier aspect que je voudrais qu'on aborde, on avait commencé déjà à l'aborder un peu plus haut, mais comme on est vraiment dans un contexte aujourd'hui Covid, dans un contexte aussi de société de l'information qui est très développé. Alors, bien évidemment, la crise sanitaire, elle joue un rôle important sur l'état de mal-être de certaines personnes, mais il y a également tout ce poids de la société de l'information où les gens sont bombardés d'informations, où à un moment donné, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus comment se positionner par rapport à tout ça. Et par exemple, pour toi, Edith, comment avec les tops est-ce que tu peux aider dans ce type de contexte qui vont être non seulement des contextes sanitaires particuliers, mais aussi pour pouvoir rendre cette société de l'information un peu moins stressante et aborder les choses plus efficacement? Je pourrais te dire déjà de fermer ta télé. Et autrement, alors travailler à la fois sur ce recentrage sur soi pour bien profiter de l'instant présent, l'ouverture sur, l'extérieur et donc prendre le temps, par exemple, je ne sais pas, on va faire ses courses. Eh bien, on va prendre le temps d'entendre les différents sons, de prendre conscience de son corps qui bouge et puis d'imaginer qu'on a beaucoup de plaisir à acheter ceci, cela. Enfin, voilà, vraiment être à la fois, et c'est pas être schizophrène, hein, à la fois centré sur soi et ouvert au monde. Et en chopant évidemment tout ce qui est agréable. Mais après tout, la pluie, ça peut être très bien, hein. Mhm.
Bon, ce matin, c'était un peu inondé, mais donc et voilà, je pense que là, pendant la crise, nous, c'était là-dessus un petit peu qu'on insistait auprès des gens, puis a priori, les retours étaient bons, plutôt que d'être toujours dans l'anticipation et surtout l'attente, du nombre de morts qu'il pouvait y avoir, et cetera. Et puis les gens, ils pensent, qu'il y a tant de morts et puis ils oublient de penser qu'eux, ils sont vivants. Mais bon, Ouais. D'accord. donc mais bon, ça, c'est une des astuces. Puis après, là, en individuel, on peut discuter avec les personnes sur, la représentation qu'ils ont des choses, et puis on rejoint finalement, toutes les limitations, toutes les expériences qu'ils ont pu, avoir, enfin bon. Mais ça, c'est quasiment de l'accompagnement, psychologique. Mmh. D'accord, merci. Merci, merci. Philippe, par rapport à l'armée, justement, comment sont gérées ces situations de crise, notamment liées au Covid et à cette société de l'information, je dirais, qui Mhm. bombarde? Ben, je dirais que gérer la crise, évidemment, c'est quelque chose d'assez connu, quoique on est surpris par le mouvement que ça fait. D'habitude, c'est plutôt nous qui faisons mouvement vers un théâtre d'opération. Ici, c'est clairement l'environnement qui est venu à nous. Alors, on avait déjà eu un petit avant-goût avec tout ce qui était attentat terroriste, où on a dû déployer des militaires dans les rues, avec que ce soit je pense qu'en France, c'est tout ce qui était Vigipirate, etc., où ça porte un autre nom. Chez nous, c'est OVG, Vigilant Guardian, ok, peu importe. Voilà, là déjà, on avait, on va dire, la menace qui vient dans notre propre environnement. Maintenant, le fait que ça vient chez nous ou que nous, on aille vers un milieu en crise, en fait, le procédé et les réflexes sont les mêmes. D'un coup, on peut repasser dans l'action et là, on va très, très vite aller sur une réactivité. En fait, c'est un petit peu notre core business, c'est de pouvoir agir vite, sans précipitation, prendre le temps de bien s'organiser. Et évidemment, on a l'habitude à ce moment-là de mettre les moyens en place et de se rendre disponible. Donc, en l'occurrence, ici, l'armée, elle s'est rendue également disponible pour la population, puisque ça fait aussi partie de nos attributions, des grandes missions. C'est avant tout de défendre les valeurs, la paix, bien entendu, dans le monde, etc., mais aussi, et pas que de notre territoire, comme beaucoup de gens l'imaginent, mais aussi rendre service à la population. Quand on prête serment, c'est d'ailleurs à la population. Et dès qu'il y a des grandes catastrophes, et en l'occurrence ici, on peut considérer ça comme une catastrophe sanitaire, ben, évidemment, les hôpitaux, le service de santé, et même dans d'autres tâches, hein, il y a beaucoup de militaires qui se rendent bénévoles aussi ou pour appuyer d'autres services de sécurité et c'est organisé effectivement de manière structurelle. Alors, le parallèle qu'on peut faire aussi par rapport à souvent ces notions de développement personnel, où on dit, ben, avant d'aller aider les autres, on s'occupe d'abord de soi. Donc effectivement, l'armée a eu une première action qui était de préserver ses militaires, puisqu'en dernier recours, a priori, c'est nous qui devons pouvoir agir. Donc on a laissé faire en première instance certains services de sécurité qui sont plus appropriés, et nous, on a pris les mesures pour qu'effectivement l'ensemble des militaires prennent soin d'eux-mêmes pour ensuite pouvoir agir. Donc je dirais en fait, pour nous, on se sent effectivement dans le connu. Là où c'est moins connu, c'est que ça impacte directement nos familles. Parce que, bah oui, le militaire, comme tout autre personnel soignant, pompier, médecin, docteur, infirmier, etc., ben, il y a des familles hein, qui sont en jeu. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a un impact sur la vie privée qui est différente. Maintenant, je dirais qu'on joue de nouveau sur l'aspect cohésion, force du groupe. C'est là-dessus qu'on fait la différence et c'est peut-être ce que moi je dirais à recommander pour le monde extérieur et peut-être pour le monde civil également. C'est plus de cohésion, de solidarité entre les êtres humains en fait, tout simplement. Peu importe les enjeux personnels ou de groupe. Au final, ici, on est tous concernés. On est tous sur le même vaisseau, notre belle planète. Donc ça, c'est le message que j'aimerais transmettre également. Super, merci beaucoup. Merci, merci. Oui, Et puis, l'aspect soutien social est fondamental. ouais, ouais, Mm. ouais.
Ouais, puisque finalement, bah, on est tous des êtres humains et comme tout être, on a besoin de l'interaction, on a besoin de tout ça. On a vu l'impact aussi, par exemple, quand il y a eu des confinements sur les gens, sur l'état tout simplement psychologique même des personnes. Et là, on prend vraiment conscience de l'importance des liens, des connexions, des contacts. Donc, ouais, effectivement, le tissu social, très important. Et puis, ben, par rapport à la PNL, ben, l'approche qui est utilisée, c'est vraiment une approche d'éducation. C'est éduquer les personnes à filtrer l'information. En gros, en prenant du recul, on se rend compte déjà d'une chose, c'est que si moi je me sens mal, en quoi est-ce que ça va aider à ce que les choses aillent mieux? Ça les aidera pas. Et on sait, en plus, il y a suffisamment d'études qui montrent que lorsqu'on n'est pas bien, on va même avoir un impact négatif sur notre système immunitaire. C'est un peu dommage dans un contexte justement de crise sanitaire. Donc on a tout intérêt finalement à prendre une posture qui va être beaucoup plus, voilà, terre à terre au présent. Voilà, je suis vivant, je suis bien, je suis là et de stimuler finalement un état intérieur positif parce que bah, finalement, bah, oui, la vie est ainsi faite. Il y a très régulièrement des crises sanitaires comme ça. Il y a eu la grippe espagnole, il y a eu tout ça. Ça fait partie de la vie et malheureusement, même ces événements, c'est comme tout, ça fait partie de la vie. Et la question, c'est comment réussir à le passer de la manière la plus positive possible. Et donc là, on va jouer sur ce qu'on appelle les positions perceptuelles. C'est en gros, voilà, c'est d'observer les choses de l'extérieur, de se dire, ok, voilà, euh, comment est-ce que je réagirais à tout ça, peut-être dans 2 ans quand tout sera fini. Et de se dire, bah oui, il y aura une fin à tout ça. Il y aura une fin, et puis toutes ces prises de conscience permettent de transformer la manière de penser et également justement tous ces dialogues intérieurs, toutes ces croyances qui peuvent être limitantes ou non. Euh, et l'idée vraiment, c'est d'apporter les bons outils, les bons moyens pour pouvoir aller jouer sur ces perceptions-là, pour pouvoir aller prendre le contrôle finalement de ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que il y a rien de pire que de pas avoir le contrôle finalement. Et puis même quand on parle du fait par exemple de lâcher prise, ben pour lâcher prise, faut quand même réussir à contrôler son état interne, d'accord? Donc le lâcher prise, c'est une forme de contrôle. Et là aussi, il y a souvent des notions d'incompréhension des termes. Quelquefois, le mot contrôle fait peur. On se dit, oui, mais être dans le contrôle, c'est pas bien. Oui, mais pour lâcher prise, il faut avoir le contrôle de ce qui se passe dedans. Si je contrôle pas ce qui se passe chez moi, je peux pas lâcher prise. Donc voilà, c'est tous ces paradoxes finalement linguistiques, parce que c'est beaucoup de linguistique dans tout ça. Tous ces paradoxes-là qu'on cherche à élucider pour qu'à un moment donné, effectivement, bah, ça devienne plus simple. Voilà. Bon, bah c'est super, super, super. On a vraiment pu faire là dresser le tableau, je dirais, de ces 4 contextes importants en le regardant avec le prisme top, le prisme de l'armée, le prisme de la PNL. Et peut-être là, puisqu'on s'approche tout doucement de la fin, peut-être pour toi, Edith, quels seraient les, les conseils ou recommandations que tu voudrais donner peut-être dans le monde militaire pour l'évolution justement de tout ce travail avec les tops? Si, voilà, si tu pouvais lâcher un message dans, Moi, dans j'ai pas tellement de l'infosphère. messages à donner à l'armée, Ouais. hein, ouais, tu sais, C'est surtout des pistes intéressantes, tu sais, qui pourraient être des pistes d'avancée, parce que l'amélioration continue, c'est une réalité, quoi. ouais, mais tu sais, je sais vraiment pas où ils en sont pour pouvoir Ah, me permettre de donner, des conseils. Heu, je risquerais de dire des choses qu'ils font déjà, voilà. ah, Non, ah. non, j'ai vraiment, tu sais, on est dans une vie qui bouge énormément, très vite et bon voilà, je j'ai un peu de scrupule à donner des conseils à l'armée. Par contre, j'ai un conseil pour les gens, en Ok, général. Faites-vous confiance. ok. Faites confiance à votre ressenti. Et ça, tu penses que ça apportera quoi si les gens arrivent à se faire plus confiance?
bah, à pas se laisser embarquer dans des choses, Ouais. qui leur conviendraient pas, à bouger et Mmh. pas à attendre et puis à être figé en se disant: «Oh là là, mon Dieu, c'est une catastrophe», c'est, voilà, c'est vraiment, c'est, et puis ça, on l'acquiert finalement en travaillant sur nos sens et puis finalement, est-ce que l'intuition, la fameuse intuition féminine, c'est pas une synthèse de tous nos sens? De temps Mmh. en temps, je me pose la question et puis vraiment le faire, voilà, c'est écouter nos envies, nos idées, voilà. D'accord. Alors, j'ai envie de rajouter tant qu'elles sont positives, bien évidemment, mais j'ai vraiment plein d'exemples où les gens, s'ils avaient écouté leur petite voix intérieure, bah, ils auraient peut-être fait moins de bêtises. Mmh. D'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Moi, je suis totalement d'accord. alors le problème, c'est que quand on est stressé ou fatigué ou démotivé, eh ben, on n'a plus l'énergie Ouais, finalement pour se faire confiance. Donc on ouais, se repose sur les autres et on écoute les autres. ouais. C'est vrai. C'est pas forcément des bons conseillers. Hein, hein. OK, merci beaucoup Edith. Et toi Philippe, puisque toi tu es plongé dans le monde de l'armée, et toi je sais que tu aimes prendre ces visions un peu de prise de recul, de regarder les choses dans leur ensemble. Qu'est-ce que toi tu voudrais dire par rapport à tout ça? Bah, je ferai le pont et je vais reprendre ce qu'Edith a donné. Finalement, peu importe l'organisation, que ce soit d'ailleurs une organisation militaire ou civile, c'est constitué d'humains. Donc je pars du connu et je pense que bah, certainement dans l'armée, il y a peut-être un manque de connaissance de soi. Il y a une grande connaissance de procédures, de techniques, de tactiques, de stratégies, une grande connaissance de l'organisation, certainement aussi du monde, de tout ce qui est géostratégique, grande connaissance du matériel, des moyens. Et la vraie richesse, on le sait en plus, hein, elle est au sein de l'humain. Et c'est quand cette connaissance sera beaucoup plus ancrée, quand les gens se feront aussi plus confiance, que, que l'unité des groupes sera aussi renforcée. Quand il y a une unité de l'être, parce qu'il est aligné sur ses différents centres, il se connaît bien au niveau mental, au niveau motivationnel, émotionnel et aussi instinctif, forcément, une idée, une inspiration, une implémentation, quand il agit, il y a des meilleurs résultats. S'il a des meilleurs résultats, forcément, il va avoir des meilleures émotions et des meilleures pensées. Donc, il va être mieux inspiré et ainsi de suite. Ça va être une boucle vertueuse. Et ça, c'est fondamental, je pense. Individu se connaît bien, donc unité de l'individu, unité des différents individus au sein d'un groupe qui va permettre d'aller dans l'inconnu, faire face à l'inconnu. Et peu importe ce qui va arriver autour de lui, ils vont pouvoir faire face correctement. Donc si j'ai, voilà, dans le monde parfait, et si tout était possible avec la baguette magique, je dirais donner plus de temps et certainement de l'espace. Comme dirait Bachelard, le temps contraint, l'espace libère. Je dirais, allons sur l'essentiel. Mettons de l'espace pour que l'humain ait les opportunités, les possibilités de mieux se connaître. Et peut-être plus pragmatiquement, ça serait de effectivement partir sur modéliser ce qui se fait dans d'autres armées avec des cellules spécialisées où des gens sont employés full-time à mettre l'essentiel de leurs efforts sur diffuser une certaine connaissance pour permettre la meilleure connaissance de soi. Voilà. Merci. Bah oui, connais-toi toi-même, Socrate. Mmh. Et effectivement, bah, pour pouvoir se faire confiance, bah, c'est tellement important de se connaître mieux, de connaître ses propres réactions, ses propres fonctionnements. Donc on arrive vraiment sur cette idée très commune. Et effectivement, tu utilisais le mot modélisation. Ça, c'est effectivement le point qui est le fondamental, je dirais, dans ce qu'on appelle la PNL, c'est de réussir à voir ce qui fonctionne ailleurs et de l'implémenter. Pas faire du copier-coller, parce que le copier-coller, le problème, c'est comme on est tous très différents. Ça marche très rarement, parce que la manière de faire d'une personne va pas forcément correspondre à ma manière d'être ou à la personne que je suis. Mais il s'agit vraiment après de pouvoir adapter
ces choses-là, déjà de les comprendre, de les adapter et de se les approprier. Et ça, c'est vraiment, je pense, pour moi, le point fondamental pour pouvoir avancer dans cette société et de gérer ces fameux VUCA, tout ce chaos finalement, c'est d'apprendre l'adaptabilité dans son sens le plus noble du terme, en fait. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je voulais vous remercier tous les deux. Alors, pour moi, c'était vraiment un challenge de réussir à vous avoir tous les deux, surtout toi, Edith, parce que tu as un agenda qui est effrayant, effrayant pour le commun des mortels. Philippe aussi, puisque l'armée, maintenant, ben voilà, il y a du boulot, il y a du travail. Donc, merci vraiment, vraiment à vous deux. Déjà de l'ouverture à être ici, à avoir discuté de tout ça. Merci de votre temps, merci de votre implication. Et puis aussi, merci des personnes que vous êtes, parce que quand on voit, par exemple, une personne qui a mis en place une approche, quelquefois on s'attend à avoir une personne difficilement accessible, une personne ouais, qui n'est pas facile à approcher. Et c'est tout l'inverse avec toi, Edith. Ça a été vraiment, dès le début, on avait l'impression qu'on se connaissait depuis 5 ans. Et ça, je pense que c'est vraiment le signe de qualité humaine qui reflète l'intégration de quelque chose, quoi. Et pour moi, ça, c'est le reflet vraiment d'approche efficace, d'approche qui fonctionne. Donc, merci déjà pour ça, Edith. Merci à toi, Philippe, aussi, pour toute ton ouverture, pour tout le travail que tu fais aussi, parce que je sais que tu es très, très proche de cœur de ton pays et que vraiment, ton intention, elle est vraiment d'apporter un maximum à ton pays. Et ça, vraiment, bravo pour ça, parce que j'ai rarement vu des personnes aussi impliquées et aussi, ouais, je dirais dévouées à une cause qui est la cause tout simplement nationale. Donc bravo, merci. Et puis peut-être, si vous voulez dire un petit mot de la fin, Edith, si tu veux dire un petit mot de la fin pour terminer. Alors, je voulais te remercier d'avoir réussi à nous réunir et puis pour ton enthousiasme. Et Phil et toi, vous faites partie des belles rencontres que j'ai faites dans ce monde un petit peu recentré sur lui. Donc, c'était génial. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce moment. Et j'espère que, voilà, bien entendu, on va rester en contact et puis, voilà, développer les choses. Et puis, avec Phil, voilà, continuer le chemin top en Belgique, en Suisse et ailleurs. Merci, Edith. Et toi, Phil, un petit mot de la fin. Bien sûr, moi je vraiment très honoré d'avoir pu partager ce moment avec vous deux, évidemment. Je vous ai tous les deux dans mon cœur et je sais que vous faites énormément de grandes, grandes choses pour d'autres êtres humains. C'est cette notion-là que j'aimerais garder en tête, en fait, c'est être avant tout. Et voilà, les relations, c'est ça aussi le plus important, en relation aux autres, à soi. Et donc, voilà, cette notion de responsabilité, l'habilité à répondre, l'utilité. Faites ce qui est utile pour vous et qui semble bon pour vous et allez chercher l'unité en vous et l'unité avec les autres. Et en parlant de ça, je voudrais aussi évidemment renseigner deux super livres qui sont des incontournables, qui sont deux approches évidemment qui m'ont constitué aussi et qui sont pour moi très très importants. Il y a le carnet de bord d'un expert en stratégie mentale et bien sûr, il y a les techniques d'optimisation du potentiel. Alors, Edith Perroupierre, Michel Wozniak et j'oublie pas Nathalie de Marseille, bien entendu. Euh, je vous incite à en prendre connaissance. Il n'y a pas de limitation, il n'y a que du bonheur. Donc, voilà, un tout grand merci à vous et à très bientôt. Merci Phil. Merci, Et puis merci. bien sûr, sous la vidéo, vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour pouvoir découvrir les tops. Donc on mettra le site de Edith sur lequel vous pourrez trouver tout ce qui se fait, les formations, etc. On va indiquer tout ce qu'il y a d'important à savoir sous la vidéo. Et puis on va mettre les références également des livres, tant qu'à faire. Comme ça, Oui, si voilà, comme ça vous aurez directement les liens cliquables. Alors, abonnez-vous à la chaîne, on a régulièrement des masterclass comme ça, cliquez sur la petite notification, vous allez voir, il y a vraiment des sujets très intéressants
Et en tout cas, moi, je vous ai déjà remercié vous deux, mais je voulais aussi vous remercier à vous qui avez suivi cette masterclass. Merci de votre intérêt, merci de votre implication. Et puis, en tout cas, on se retrouve très bientôt. À la prochaine! À la prochaine.